Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre désormais traditionnel rendez-vous de la semaine. Bonjour Marie, ça va ? Bonjour Franck, ça va bien, merci. Alors après nos actualités, vous recevrez dans quelques instants Francis Carole, qui est candidat Grand Assemblée aux élections législatives de Fort-de-France. En Martinique, le scrutin s'est révélé plein de surprises. Premier enseignement, les candidats portés par Jean-Luc Mélenchon ont réalisé des scores exceptionnels sans pour autant se hisser au second tour. Mais leurs consignes seront décisives pour ce second tour du samedi 18. Autre enseignement, Alliance Martinique de Serge Letchimy est à la peine dans ces élections. Ces candidats ne franchissent le second tour ni au centre, ni au sud, ni dans le nord, où le candidat Rodzen pouvait pourtant compter sur les majorités municipales des deux plus grandes villes, Schœlcher et Sainte-Marie. A contrario, PIA semble en bonne voie dans le nord et dans le sud, mais aussi au centre, où Giovanni William, ancien proche du PPM et désormais soutenu par les maires proches de PIA, a largement dominé le candidat de l'Alliance, Fred Samo. Mais la plus grande surprise de ce scrutin reste véritablement l'effondrement d'Alfred Marie-Jeanne. Même s'il parvient au second tour, le leader du MIM a conquis 2 fois moins de suffrages que son ancien dauphin, Jean-Philippe Nilor. Les duels du second tour, à Fort-de-France, Johnny Ajar rencontrera Francis Carole. Au centre, Philippe Edmond-Mariette fera face à Giovanni William. Au sud, Alfred Marie-Jeanne tentera de résister au député sortant Jean-Philippe Nilor. Et au nord, Justin Pamphile tentera de reprendre l'avantage sur un Marcelin Nadeau en pleine ascension. En France, les législatives ont produit des résultats en demi-teinte. Si la coalition présidentielle ne s'effondre pas, elle ne parvient néanmoins pas à s'approcher d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ensemble, nom de cette coalition, obtient 25,8%, un score quasi identique à celui remporté par la coalition de Jean-Luc Mélenchon. Une première dans l'histoire de la Ve République où jusqu'à maintenant les présidents élus avaient pu faire élire une large majorité de députés de leur camp pour mener à bien leurs projets politiques. Les Français semblent vouloir en décider autrement avec l'arrivée en force de la NUPS de Jean-Luc Mélenchon au sein de l'Assemblée. Emmanuel Macron pourrait être contraint, comme le souhaitent les Français, à composer avec les autres grandes tendances politiques, c'est-à-dire la NUPS et le RN en tête. Rendez-vous la semaine prochaine pour les résultats définitifs du second tour. Pendant ce temps, rien ne semble pouvoir stopper la vague de violence armée qui se répand en Martinique et qui a déjà causé 12 morts par balle depuis le début de l'année. Un triste record qui illustre une fois de plus le manque criant de moyens alloués ici aux forces de l'ordre et plus largement aux politiques publiques de l'État, qu'il s'agisse de sécurité, de santé ou d'emploi. Thomas Pesquet était en Martinique. Le spationaute a répondu à l'invitation de l'Université des Antilles et a pu rencontrer de nombreux jeunes pour leur parler de son expérience, donner le goût de l'effort et des métiers de l'espace. Une ligue caribéenne de foot, c'est le projet auquel réfléchissent les instances politiques et sportives des pays de la Caraïbe. L'Union caribéenne de football, la CONCACAF et la FIFA souhaitent en effet professionnaliser le sport dans notre partie du monde. Notre invité après la pause, Franck, c'est Francis Carole, candidat Grand Assemblée aux élections législatives de Fort-de-France, mais également l'un des rares élus très engagés dans la lutte pour la prise en compte du scandale chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Bonjour Francis Carole. Bonjour et puis merci de m'avoir invité. On vous en prie, vous sortez donc du premier tour de cette élection législative où vous étiez candidat donc sur la circonscription de Fort-de-France. On va revenir à cette question des élections législatives. Je voulais d'abord vous interroger sur le dossier du chlordécone. C'est un dossier qui traîne depuis de nombreuses années. C'est un dossier dont vous vous occupez. Vous êtes l'un des participants autour du lionnage Bout-des-Poliers-Martinique. Je disais que vous êtes l'un des rares élus à être présent de manière constante et de manière combative sur ce dossier du chlordécone. Qu'est-ce qui fait que ça traîne autant, ce dossier ? Alors, c'est un vieux dossier. En fait, la première fois où on a voté une motion contre l'empoisonnement au chlordécone, c'était en 2007, en avril 2007, et c'était moi le porteur de cette motion. Parce que je considérais que les élus ne pouvaient pas ne pas se prononcer face à ce crime. Donc, j'ai fait voter une motion en avril 2007 condamnant l'empoisonnement du peuple martiniquais à l'empoisonnement et demandant qu'il y ait une enquête, que justice passe. Bon, je suis bien obligé de constater comme vous que 15 ans après, ça traîne, ça n'a pas donné de résultat. Alors pourquoi ça traîne autant ? Je pense que c'est essentiellement parce que les enjeux sont importants.
les enjeux, notamment en matière de réparation. Parce que c'est à la fois un pays qu'on a empoisonné dans son environnement, mais aussi chez les personnes qui habitent cet environnement. Et je considère que cela a traîné parce que les gouvernements français ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Alors c'est vrai que M. Macron a concédé qu'il y avait un crime, mais ça n'est pas allé plus loin. Et je pense que la menace de prescription est extrêmement grave. Je pense qu'il faut que la justice passe et que les personnes soient indemnisées. D'ailleurs, en discutant avec mes camarades, Marie-Jeanne, Edmond Mariette et Justin Pamphile, nous avons commencé à travailler sur une proposition de loi sur l'indemnisation des personnes, mais aussi au-delà des personnes, la réparation en termes de réparation de l'environnement. Très bien. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que... Alors, on a vu que l'année dernière, il y avait eu une très forte mobilisation de la population. En février 2021, on était 10 000, 15 000 dans les rues à Fort-de-France. Qu'est-ce qui explique que cette mobilisation soit irrégulière et que cette année, par exemple, pour la même question, pour cette même menace de non-lieu, on a été environ 2000 personnes dans les rues. Qu'est-ce qui explique la faiblesse de cette mobilisation? 2000, 3000. Alors, je pense que c'est une accumulation peut-être de facteurs circonstanciels, c'est-à-dire le moment, l'endroit, c'est tout cela. Mais c'est en même temps et peut-être une question de capacité encore à alimenter la réflexion, à alimenter l'éveil des gens sur cette question. Et puis, par contre, il faut mettre aussi en évidence l'urgence chez nous, Martiniquais, à savoir faire peuple. C'est-à-dire que lorsque moi je viens dans une manifestation comme celle-là, que je l'organise, bon, je dis en passant que la manifestation du 27 février 2021, c'est moi qui l'avais lancée. C'est-à-dire que j'avais été l'initiateur avec d'autres. Oui. D'accord? Bon, mais je n'ai jamais cherché à me mettre en avant. Et il faut qu'on ait la capacité de comprendre que ce n'est pas du théâtre, c'est que c'est sérieux et qu'il faut par conséquent que les gens s'engagent et de manière suffisamment claire, déterminée, pour faire en sorte que le gouvernement français puisse plier. Mais je pense qu'il y a encore trop de jeux personnels dans ce type de mouvement, alors que pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour le principe, pour l'idée de justice, il faut absolument que les réparations interviennent. Ça nous amène aux élections. Il y a quand même des similitudes. Vous êtes arrivé donc second de ce premier tour de scrutin législatif sur Fort-de-France. Vous êtes devancé par le candidat du PPM et de Alliance Martinique, Johnny Ajar, qui cumule environ 37% des voix. Vous en avez 18, me semble-t-il. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette forme de maintien du PPM dans la ville capitale, malgré un combat très long que vous menez depuis de longues années, et vous, en tant qu'élu en particulier? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, qu'on le veuille ou non, la personnalité de Césaire qu'on ne peut pas séparer du PPM. Il y a que le PPM a su créer un système clientéliste extrêmement fort et vis-à-vis de la population, mais vis-à-vis aussi d'un certain nombre d'intérêts. Je ne vais pas parler de mafia, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin de gens qui ont intérêt à ce que ce système perdure. D'accord? Et puis, il y a aussi du fait de leur emprise sur à la fois la mairie, la CTM et la CACEM, etc. Ça leur donne une puissance d'influence qui est considérable. D'autant que c'est un parti qui, lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui, n'hésite pas à vous mettre de côté. Donc il y a une certaine peur qui est instaurée ainsi de cette manière. Et je ne dis pas que ce serait du duvalierisme, c'est pas ça du tout. Mais enfin, il y a cette pression politique quand même sur les gens qui existent et qui ne permet pas de voter en toute indépendance. Donc si vous votez mal, eh bien, vous êtes mal perçu. Donc c'est très important. Et puis je pense aussi que là aussi, chaque fois qu'on est capable de faire l'unité, parce que quand on regarde bien ces résultats, le PPM et Alliance font 37% des suffrages exprimés. Ça veut dire qu'il y a 63%, 62 et quelques pourcents de gens qui n'ont pas voté PPM et qui n'ont pas voté PPM délibérément. Ça veut dire qu'il y a globalement un refus du PPM qui s'était déjà manifesté lors du premier tour des élections présidentielles notamment, où Jean-Luc Mélenchon avait fait un score écrasant à Fort-de-France. Donc il y a quand même des changements qui s'opèrent. Je rappelle qu'entre 2017 et aujourd'hui, le candidat du PPM perd environ 6 000 voix, ce qui est considérable, c'est un effondrement considérable. Et c'est pourquoi je pense que les possibilités de victoire sont là. Alors il faut faire deux choses pour cela. D'abord, rassembler
tous ceux qui ont participé au premier tour, enfin tous ceux qui sont proches de nous. Je pense notamment à Joël Bardé, je pense à Chichine Jean-Baptiste, et je pense... Vous pensez à Nathalie Josse, vous pensez à Thierry Renard. Thierry Renard, des Insoumis. Bon, si ces personnes font bloc pour mettre en difficulté le PPM pour que nous puissions gagner, eh bien, je pense que cela nous permettra de marquer des points. Mais il faut aussi travailler sur les personnes qui se sont abstenues. Donc, il y a un gros effort à faire en direction des abstentionnistes. Et vous avez des discussions avec Nathalie Josse, Martinique Citoyenne et PIA, puisqu'elle est soutenue par PIA. Vous avez des discussions avec Thierry Renard pour les Insoumis qui a fait un score exceptionnel. Oui, tout à fait. Donc, pour l'instant, les discussions que nous avons eues, c'est avec M. Jean-Baptiste et avec M. Bardé et avec Thierry Renard. Nous avons abordé, il n'y a pas encore de conclusion d'une décision, mais nous avons abordé un certain nombre de discussions. D'accord. Vous êtes optimiste pour ce second tour? Très optimiste. Je pense que vraiment, lorsque le candidat du PPM fait 37% des suffrages exprimés, et qu'il y a 63% en gros de personnes qui ne se sont pas prononcées pour le PPM, il y a une marge de victoire possible. Alors, cela demanderait, comme je le disais, qu'on rassemble tous ceux qu'on peut rassembler au deuxième tour, et deuxièmement, qu'on agisse sur les abstentionnistes pour les amener à voter. Alors, tout cela, nous sommes en train de le faire depuis dimanche. Nous sommes en train de le faire en discutant avec les uns et les autres. J'ai appelé aussi Daniel Robin, puisque c'est... Bon, voilà. Donc, voilà les gens avec qui j'ai eu des discussions. Et les discussions vont se poursuivre jusqu'à ce que il y ait une manifestation concrète des engagements. Quel regard, au nom ici de votre groupe Grand Assemblée, quel regard vous jetez sur les autres circonscriptions? Sur le Sud, où Alfred Marie-Jeanne semble en difficulté face à Jean-Philippe Nilor, son ancien dauphin. Sur le Nord, où Justin Pamphile arrive derrière Marcelin Nadeau. Et puis sur le Centre, où là, par contre, Philippe Edmond-Mariette a un léger avantage sur Giovanni William. Mais bon, est-ce qu'il tiendra cet avantage? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, première chose, c'est que tous les candidats du Grand Assemblée vous êtes présents partout. Ça, c'est pas autant. Ça veut dire que nous pesons dans la réalité politique martiniquaise. La seconde chose, c'est que, évidemment, Edmond Mariette fait un bon score et Justin Pamphile aussi. Et il y a quelques voix de différence, mais je pense que ce sont de bons scores. Il y a ce qui se passe dans le Sud avec Alfred Marie-Jeanne et je pense que c'est réversible. Je pense que c'est réversible, d'une part parce que le taux de participation n'a pas été considérable et parce qu'il y a des gens qui se posent des questions par rapport à l'âge, etc. Mais je leur dis souvent que ce qui est essentiel, c'est pas tellement l'âge, c'est la réputation. C'est-à-dire la capacité de la personne à imposer un respect et donc à donner de la crédibilité à la parole qu'il porte. Je pense que c'est ça l'essentiel et je pense que ces questions d'âge, etc. peuvent jouer, mais il y a possibilité que les électrices et les électeurs se ressaisissent et fassent voter Alfred Marie-Jeanne au second tour. Je pense que c'est encore possible, mais évidemment il faut, et je vois que Marie-Jeanne est remplie de fougue, de dynamisme, de détermination. Et je pense qu'on pourra avoir là aussi des résultats satisfaisants. Très bien. On va vous souhaiter une bonne suite de campagne. Merci. Et puis à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.